Merci beaucoup. Je m'appelle Antoine Roussel, je suis le dirigeant d'Alsatis. Je suis ravi d'être avec vous. Je remercie Maurice Vertical M2M pour son invitation. Je vais essayer de vous partager au mieux notre vision et notre métier, qui a beaucoup évolué en 20 ans, puisque l'entreprise a été créée fin 2004. Voilà, juste un petit slide de présentation de l'entreprise. Ah, j'ai été trop vite, excusez-moi. C'est mon grand défaut. Aujourd'hui, on est une PME établie. On a traversé ce qu'on appelle le canyon de la mort depuis un petit moment. Et ce qui est intéressant pour vous faire comprendre notre état d'esprit et notre culture, c'est que nous, on vient du monde de la fracture numérique. Il faut savoir qu'au début des années 2000, même si pour certains c'est très loin ou ça n'a même pas existé, je vois qu'il y a un jeune public derrière moi, je ne sais même pas s'ils étaient encore là, mais en début des années 2000, s'est posé le problème de la disparité des codes de la connectivité pour les populations, et on s'est rendu compte qu'effectivement, dès qu'on sortait des grandes métropoles françaises, on avait une dispersion de la qualité Internet qui était énorme. Et évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais on comprenait déjà à cette époque-là que le numérique allait régir une partie de notre vie et une partie de la vie économique aussi, et qu'elle participe clairement à l'attractivité du territoire. Donc évidemment, le problème a été sérieux. Les autorités s'en sont préoccupées et Alsatis a fait partie de ces acteurs qui ont peur de pas grand-chose. Nous, ça nous excite quand on nous dit que c'est pas possible et que ça marchera pas. Généralement, les moments où on est les meilleurs. Et donc, on a déployé des technologies radio. À l'époque, c'était des technologies sans fil Wi-Fi, très classiques, qu'on a utilisées exactement comme le font les opérateurs nationaux avec leur maillage de réseaux cellulaires. Et on est allé apporter du service à des populations qu'on appelait délaissées, les populations de la fracture numérique, avec un acronyme que certains connaissent peut-être, c'était les zones blanches, zones grises. Voilà. Alors évidemment, cette fracture numérique existe encore, le problème n'est pas totalement réglé, mais à la fin des années 2000, presque dans le début des années 2010, le problème est remonté au niveau départemental. Il y a eu des schémas directeurs d'aménagement numérique et on a donc évolué dans notre métier. Et on a pris en main la technologie LTE. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. C'est une norme qui régit l'évolution des réseaux cellulaires et qui a permis aujourd'hui de générer les réseaux 4G et bientôt, ou en ce moment, les réseaux 5G. Donc on est devenu par la force des choses un expert des réseaux de mobilité. Et plus particulièrement, et vous l'avez compris, on n'a pas l'envergure d'Orange et ce n'est pas tout à fait notre projet, des réseaux privés. Alors on dit privé, mais moi je préfère dire souverain et dédié, ce qui évite les confusions, puisqu'on adresse beaucoup le monde public. Je passe immédiatement à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les expériences utiles que je peux vous partager aujourd'hui. On va surtout parler d'Alsatis Réseau, bien sûr, vous l'avez compris. Pour les besoins de notre économie, on a développé des activités commerciales qui sont aujourd'hui représentées par Alsatis Entreprises et Alsatis Télécom, qui consistent à vendre des abonnements, des services IP aux entreprises d'un côté et au grand public de l'autre. Mais le métier qui a énormément évolué chez nous, c'est le métier d'Alsatis Réseau, le métier d'opérateur d'infrastructure. Et c'est par ce biais que je vais vous présenter aujourd'hui nos principales réalisations. Voilà, ça je pense que c'est un mot que vous entendez de plus en plus. On met un peu tout et rien dedans. On parlait des territoires intelligents et à un moment, il y a certaines autorités qui ont dit stop. Ça veut dire qu'il y a des territoires qui ne le sont pas. Ça ne va pas le faire. Donc on va plutôt parler des territoires connectés durables. Ça met tout le monde d'accord. Donc ça appelle à des notions de technologie, ça appelle à des notions de respect de l'environnement. Et ça, c'est un point extrêmement important et qui est très motivant pour nous aussi pour proposer nos solutions. Donc, on est devenu un expert de solutions pour effectivement aider les territoires à se moderniser, à apporter des services de qualité à leurs citoyens, à leurs administrations et même à leurs acteurs économiques. Le concept est simple. Les territoires intelligents, pour nous, c'est une agrégation des technologies. La technologie, pour nous, ça a toujours été un moyen et non une finalité. Donc vous ne verrez pas philosopher sur les différences et comparer les technologies à foison. Elles nous intéressent toutes. Elles sont souvent développées avec beaucoup d'intelligence et elles méritent d'être agrégées pour le meilleur des services qu'on puisse donner ensuite aux usagers. Je ne m'étends pas sur ce slide. Il s'agit d'un projet expérimental qu'on mène avec la ville de Toulouse. Sachant que notre siège, vous l'avez vu, est là-bas, que la société est née dans la région toulousaine, en Occitanie. Et vous le savez peut-être, Toulouse héberge les pistes historiques de l'aviation postale, d'où le joli nom de vol de nuit, qui était un clin d'œil à Saint-Exupéry et à l'histoire de la ville avec l'aviation. Mais le symbole s'arrête là.
Il s'agissait surtout de permettre de créer une plateforme à ciel ouvert, un laboratoire à ciel ouvert, appelez-le comme vous voulez, pour tester toutes les technologies radio et essayer concrètement, avec pragmatisme, de retenir ce qu'étaient les usages les plus intéressants, les plus motivés par un ROI, les plus appréciés par les citoyens, sachant que, et vous l'avez certainement déjà entendu et compris au travers des différentes interventions, c'est encore un monde en création, un monde en mutation, tout n'est pas construit, tout n'est pas établi, et il faut se poser encore beaucoup de questions et rester extrêmement ouvert sur ce que ça deviendra demain. C'est ma préconisation. Celui-là, il me tient particulièrement à cœur et je peux vous assurer que la première fois qu'on est venu me voir pour me parler de ce projet, j'ai dit c'est pas possible, c'est complètement hors sol, c'est n'importe quoi. Et puis finalement, le projet a fait son chemin et il s'avère qu'aujourd'hui, il a été plébiscité par le gouvernement et qui fait l'objet d'une subvention. Je ne vous lis pas le slide. L'idée est simple, mais finalement très moderne, et je me la suis définitivement appropriée, c'est de créer du trafic dynamique pour pallier aux pollutions ambiantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là l'expérimentation va se faire sur un quartier d'Angers, qui est une ville qui surveille beaucoup sa pollution ambiante et qui est donc très motivée à soutenir le projet. On va mettre en place une mini-infrastructure 5G souveraine, que nous, Alsatis, on va piloter. Cette infrastructure, elle va être connectée au mobilier urbain du groupe Lacroix, que vous connaissez peut-être, qui est un groupe assez connu sur la face atlantique. Donc on est en plein dans le monde de demain. Le tout relié évidemment à de l'edge computing, puisque le but c'est évidemment de faire de la gestion dynamique, donc en live, des données remontées. Qu'est-ce qu'elles font les caméras? Elles surveillent les menaces et les pollutions et leurs déplacements. Elles donnent donc de l'enseignement en live sur la réalité des nuisances. Ces nuisances sont analysées et grâce évidemment à tout un automatisme qu'on est en train de développer, on va pouvoir réguler du trafic routier, informer des piétons et finalement participer à protéger nos populations et nos villes de la pollution. Voilà, alors aujourd'hui c'est un projet expérimental, vous l'avez compris, mais on espère bien que ça fera partie des cas d'usage retenus par les villes et par les territoires. Ce qui est valable pour une métropole peut être valable pour un département. Vous avez entendu des témoignages extrêmement pertinents sur des communes rurales et des métropoles. Il y a des différences, il y a des choix à faire, il y a des différences de budget, des différences de culture, des priorités qui changent. Mais globalement, les technologies, elles sont adaptables systématiquement de la même manière, quel que soit le projet. Donc voilà un projet qui nous tient à cœur et qui me paraît concret. Encore une fois, à Alsatis, on est très pragmatique pour essayer d'apporter du confort de vie, encore une fois, et je crois que c'est bien de mettre toujours en perspective la technologie avec le développement durable et avec l'environnement. On a le principal défi aujourd'hui, je pense que c'est la mutation écologique, et je crois que la technologie doit la servir au mieux. Donc les ROI, bien sûr, le bénéfice de chacun, évidemment, mais je crois que c'est bien de penser à la planète, et donc c'est bien de se lancer dans des projets comme ça qui peuvent avoir des effets positifs. Autre projet, parce qu'on en a un paquet. On travaille depuis longtemps, vous l'avez compris j'espère, avec les départements, puisqu'on les a aidés à désenclaver les zones numériquement faibles ou délaissées. Donc évidemment, on essaie de travailler au mieux avec les départements aujourd'hui pour leurs projets d'avenir. Et la composante radio qu'on leur a déployée est une composante d'infrastructure 4G souveraine qui fonctionne avec du LTE. Donc finalement, le département qui a une infrastructure numérique généralement composée d'un mix techno avec de la fibre optique et de la radio, THD radio, c'est-à-dire du LTE 4G, a une infrastructure globale compatible avec un projet territoire connecté durable de demain. Donc le but pour nous, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils puissent moderniser ces infrastructures qui ont été, je le rappelle, conceptualisées pour connecter des personnes, mais qui, dans le cadre d'une évolution 5G, peuvent apporter une multitude de services intelligents. Et là, je parle à la fois de l'IoT, comme je l'ai beaucoup entendu depuis ce matin, débit faible, que débit important. L'avantage de la 5G, c'est qu'elle permettra à terme d'épouser un concept d'IoT qui pourra permettre de charrier des débits de toutes sortes. C'est quand même assez intéressant. Et on se rend compte que les applications à haut débit se développent de plus en plus, notamment au travers de la vidéo. Exemple très concret avec l'Aude. Vous savez qu'ils ont été extrêmement traumatisés par des inondations, par des feux.
et ben, on va leur mettre en place des caméras, encore une fois, qui permettent de détecter, de prévenir et d'anticiper des catastrophes ou en tout cas de mieux les résorber. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et quand on a une infrastructure souveraine et que de surcroît, on peut la faire évoluer en 5G, eh ben, on peut imaginer des services de ce type. Et on a un client en face de nous qui est extrêmement motivé et qui a donc rédigé, porté cet appel d'offres. Ça s'appelle un PIA. Excusez-moi pour cet acronyme barbare. Mais c'est un projet innovant soutenu par l'État aussi, qui permet de configurer une vitrine de ce que peut être un modèle, on n'est pas présomptueux, il y en a plein d'autres, de territoire connecté durable de demain. Donc je parle des caméras parce que c'est facile à comprendre, mais ça peut être aussi des drones autonomes, ça peut être des solutions pour l'agriculture ou pour le monde viticole. Il paraît que le vin du côté du Languedoc-Roussillon et dans l'Aude ne tâche plus les dents comme il y a quelques années, qu'il est meilleur. Donc il se pourrait bien que ce tissu économique soit prometteur pour le territoire. Pourquoi pas pouvoir proposer à ces agriculteurs, qui ont généralement des capacités individuelles restreintes, d'utiliser ce réseau souverain départemental pour par exemple connecter des robots intelligents, comme les robots de Nayo, qui est un entrepreneur toulousain de génie, qui a construit des robots pour faire des jachères automatisées et éviter aux agriculteurs d'utiliser des pesticides et des engrais et toutes sortes de saloperies qui pourrissent notre terre. Voilà ce qu'on peut faire. Donc une infrastructure souveraine et dédiée, de surcroît en 5G, irriguée par de la fibre optique, vous l'avez compris, permet d'adresser le tissu économique de son territoire, permet d'adresser les acteurs publics du territoire, à savoir les acteurs de la sécurité, la gendarmerie, la police, mais éventuellement d'autres types de services, et permet aussi également de générer des services à valeur ajoutée pour le citoyen, bien sûr, comme je vous l'ai montré dans l'exemple précédent. Ce qui est valable pour le CD11, et là je vais aller très vite, et si je reviens en arrière, c'est sûr que je ne vais pas aller très vite, est valable aussi pour un autre département qu'on a à cœur, avec lequel on travaille depuis plus de 10 ans, qui est le département de l'Isère, qui est un département très accidenté, avec beaucoup de relief, avec des moyens très importants, il y a des très très belles stations de ski. Et évidemment, le projet ressemble, il est fait de la même manière. On a de la fibre optique, on a une infrastructure THD radio 4G évolutive en 5G, et on a un client technophile, motivé et qui a de l'argent. Donc les services qu'on a déployés avec ce client ou qu'on va déployer avec ce client ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on va déployer dans l'Aude, mais on est sur le même principe. On est sur le principe de souveraineté départementale, de maîtrise d'une infrastructure numérique pour le département, et on est aussi quelque part dans la politique. Vous l'avez compris, ça a été extrêmement bien dit par l'interlocuteur tout à l'heure de la ville de Bordeaux et de Carignan, je crois. Le numérique, c'est un enjeu aujourd'hui politique monstrueux. Donc le politique qui veut régner, il a intérêt à s'emparer du sujet et à le maîtriser le mieux possible. C'est ce qu'on remarque et c'est ce qu'on souhaite à tous les départements. J'ai d'autres petits sujets intéressants pour vous, mais d'ordre différent. Et là, je bascule des infrastructures publiques dédiées des départements ou des agglomérations vers les solutions, vers les verticaux. Je ne sais pas si c'est une notion aujourd'hui ici que vous connaissez bien. Il y en a qui disent les verticales. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai fait de la grammaire quand j'étais petit, donc je dis les verticaux. Et les verticaux, c'est tous les acteurs économiques de nos territoires qui ont des besoins spécifiques. Donc ça va être les exploitants de barrages, de régies de transport, ça va être les centrales nucléaires, les hôpitaux, ce qu'on appelle aussi les OIV, les opérateurs d'intérêts vitaux. Il y en a énormément sur nos territoires et vous l'avez remarqué, récemment il y a eu énormément d'actualités sur ces sujets-là, des problèmes d'attaque de cybersécurité dans les hôpitaux, des attaques sur des régies de transport qui créent des gros conflits d'intérêts pour les voyageurs, et j'en passe beaucoup. Donc vous voyez que ces acteurs-là du territoire se posent aujourd'hui la question de mieux maîtriser leurs infrastructures, d'en être responsables et de ne pas forcément faire toujours confiance exclusivement aux grands opérateurs. Et même si mon discours peut vous paraître clivant, ce n'est pas du tout le souhait. Je crois que les grands opérateurs aujourd'hui ont besoin des petits et les petits ont besoin des gros. On veut des solutions résilientes. C'est bien d'avoir justement deux approches distinctes qui peuvent en plus se cumuler pour apporter une disponibilité de service d'autant plus accrue. Alors là, on est encore sur un projet, je crois que c'est mon préféré. Parce que c'est celui qu'on a décidé nous, qu'on a initié nous, et pour lequel on a été chercher que des acteurs franco-français. Je ne les cite pas tous,
mais il y a un acteur de cœur qui s'appelle Alice, un acteur de radio qui s'appelle AW2S. Ça veut dire qu'en France, il n'y a pas que Nokia et Ericsson. Il y a des équipementiers radio français. Alors certes, ils ne sont pas à l'échelle, hein, et ils mettront peut-être 50 ans à l'être, mais ils existent. Et quand on veut faire du franco-français, même si c'est un peu cocorico, nous on veut avant tout que ça marche, mais quand on veut être subventionné par l'État et montrer le chemin d'une économie alternative, c'est bien de faire cet effort. Et là, vous voyez dans ces briques technologiques, un réseau complet, fait que par des Français. Et si je vous dis qu'on fait de la 5G SA, eh ben, la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui est venue me rencontrer au début d'année dernière, eh ben, elle n'en revenait pas. Eh ben, je lui dis, c'est plus facile pour nous de faire de la 5G SA que pour Orange. On n'a pas un réseau national à upgrader. J'en parlais avec madame dont j'ai oublié le nom du JDN. Les enjeux pour les opérateurs nationaux, c'est un enjeu national, de mass market. Vous ne faites pas la même chose que sur un réseau dédié, critique, qui va compter une dizaine d'émetteurs. On n'est pas sur les mêmes enjeux. Donc encore une fois, je reste à ma place et je reste bien les pieds au sol. C'est facile de faire du SA quand on a des infrastructures, évidemment, qui sont d'envergure limitée. Le principe est simple. On apporte une infrastructure dédiée à l'hôpital, au CHU de Toulouse. Je crois que j'ai une image un peu plus technique qui va peut-être en intéresser certains et que j'aime particulièrement. La 5G n'est pas là pour remplacer tout. Nous, on ne dit pas, on arrive avec la 5G, vous dégagez avec le tétra, on ne veut plus vous voir, vous partez avec le Wi-Fi, c'est pas bon. Pas du tout. La 5G d'abord, et c'est comme ça qu'on l'a vendu au CHU, la 5G doit venir régler les problèmes qui ne sont pas réglés, pour commencer. Avant de s'occuper des pyjamas connectés et des gars qui se retrouvent à 50 mètres de leur chambre et on ne les trouve pas, et on a peur, et on a un problème de sécurité. Ça, ce n'est pas mon sujet. Ça, c'est un comité médical qui décidera des priorités à apporter sur les services médicaux. Mais moi, je suis extrêmement concret. Un CHU, c'est un village. C'est 2000, c'est 3000, c'est 4000 employés qui font de la logistique, qui font du médical, qui amènent de l'alimentation. C'est un village, c'est une petite ville. Une petite ville, elle a besoin, une petite ville médicale a besoin d'un fonctionnement ultra huilé, aux petits oignons. Quand vous mettez de la 5G, et c'est ce qu'on va faire, tout de suite vous réglez les problèmes de base, et je vais en faire sourire certains parce que franchement, j'aurais pas une médaille à la Légion d'honneur pour ça. Hein. On va d'abord régler le problème de couverture du 5e sous-sol. Voilà, on en est là. Aujourd'hui, ils n'ont pas de connexion au 5e sous-sol. Ce qui fait que vous avez des agents, des médecins qui se retrouvent en circulation à l'intérieur de l'infrastructure et qui ont une communication coupée. Est-ce qu'en 2022, c'est normal dans le CHU de Toulouse? Je ne crois pas. Donc la 5G va régler ça. Et la 5G va permettre, par exemple, justement de maintenir une continuité de communication depuis un parcours ambulancier jusqu'à un lit d'hôpital. Mais il va permettre aussi de géolocaliser beaucoup mieux du matériel qu'on passe notre vie à chercher. Je ne sais pas si vous fréquentez les hôpitaux, j'espère pour vous le moins possible, mais moi, le peu de fois où j'y vais, j'entends des agents qui cherchent le scanner, qui cherchent tel et tel équipement ambulant, qui est à l'étage du dessus, et on passe 3 coups de fil pour savoir où il est. La géolocalisation précise des équipements permet d'optimiser le fonctionnement de l'hôpital. C'est la base. C'est la base. Moi, je vous parle de choses pragmatiques. La géolocalisation, la communication unifiée, les parcours ambulanciers, et ensuite on parlera des services à valeur ajoutée. Et il y en a énormément à mettre en place, de la télémédecine et autres. Mais, dernier exemple très concret, quand vous avez 5-6 équipements connectés à mettre en place dans une chambre, si vous vous affranchissez de la filerie, vous gagnez un temps colossal. Un temps colossal. Et ça, jusqu'à la 4G, ce n'était pas possible. Donc avec de la 5G, vous pouvez avoir des équipements connectés en wireless qu'on va pouvoir moduler beaucoup plus facilement. Et ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour l'industrie, puisqu'on est aussi sur des projets industriels, et je vais terminer par ça. Maurice, je suis dans les temps? D'accord. Voilà pour l'hôpital, et on est particulièrement fiers de ce projet-là, qui avance pas aussi vite qu'on le voudrait, mais qui emmène une vraie chaîne de valeur franco-française avec des noms que certains connaissent déjà, qui ne nous ont pas attendus pour avoir du succès, comme Amarisoft, qui est un développeur de soft exceptionnel, qui est connu dans le monde entier, qui vend ses solutions aux États-Unis, qui vend ses solutions en Asie, et qui aujourd'hui a
un capital de développement devant lui vertigineux. Mais vous avez aussi des acteurs historiques comme Telpass qui sont des spécialistes de la DMR, la PMR, la technologie historique, qui est extrêmement fiable aujourd'hui mais qui a besoin d'être enrichie. C'est pas possible aujourd'hui d'avoir des pompiers sur un théâtre d'opération d'incendie qui sont pas capables d'envoyer une photo. C'est pas possible. Donc ils ont une communication fiable avec le PC, ok, mais ils peuvent pas envoyer une photo qui pourraient faire l'objet d'une analyse complémentaire au QG en même temps qu'ils interviennent sur le terrain, ou alors ils sont obligés de prendre leur smartphone personnel pour le faire. Ça, c'est quelque chose qui, dans les années qui viennent, va être bousculé, évidemment, et la 5G est une technologie qui va le permettre. Ah ben, vous voyez, j'avais pensé à vous, et je crois que je terminais sur ce tableau pour vous montrer les différents sujets sur lesquels on est embarqué aujourd'hui. Sur les sujets aussi Open RAN, de virtualisation, qui posent beaucoup de questions, avec encore l'hégémonie américaine, et c'est un concept qui vient de chez eux, et on a compris pourquoi. Mais je voudrais, si vous me permettez, qu'il me reste encore un petit peu de temps, revenir sur ce projet-là, qui est un projet extrêmement concret aussi, qui est un projet qu'on mène avec un fabricant de câbles en France que certains connaissent, qui s'appelle Acom, qui est basé en Normandie, à Saint-Lô. C'est la plus grande scope de France, elle fait un demi-milliard d'euros. Et c'est des fabricants de fibres optiques, donc ils ne s'ennuient pas en ce moment, vous l'avez compris. Mais ils ne s'ennuient tellement pas qu'ils se disent c'est pas possible. On a 2 hectares de site, on a une nationale qui passe au milieu de notre site industriel. On n'arrive même pas à biper nos tourets à l'extérieur de nos usines. Est-ce que la 5G pourrait nous aider à être plus productifs, à être plus performants? La réponse est évidemment oui. Mais encore une fois, le challenge, c'est la convergence métier avec ce que peut apporter la technologie. Nous, on maîtrise la technologie, mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut modifier dans la chaîne de production de mon client pour qu'on y arrive. Donc, encore une fois, la 5G doit se positionner en technologie transverse pour venir aider les métiers et apporter réellement une vraie valeur ajoutée. Donc, sur ce projet-là, où on est évidemment associé à Acom, on démarre la conception en ce moment même, et le but c'est effectivement de permettre à Acom d'avoir des techniciens connectés, d'avoir des équipements qui sont complètement autonomes et qui vont circuler d'un site à l'autre. Ça va être aussi améliorer les performances globales de fonctionnement, la productivité, et un dernier point qui est essentiel et dont je ne parle que maintenant mais qui est valable pour tout ce que je vous ai dit avant: avoir toujours un regard attentif à ce qu'on apporte en termes de développement durable, à la manière dont on va produire demain. On peut produire mieux, être plus productif, avec plus de respect pour notre environnement. Ça, c'est chouette, ça. Donc ça va être des critères très importants, l'État y est très sensible, de pouvoir mesurer la réalité de la production carbone post-transformation de l'usine, de pouvoir mesurer la réalité des ondes magnétiques et des menaces éventuelles pour le personnel ou pour l'environnement autour, et en tout cas d'être très attentif à ce que ces nouvelles infrastructures génèrent en termes de plus-value pour le monde, pour notre environnement qui le mérite très très largement, qu'on a piétiné depuis 40 ans, et que la technologie 5G peut finalement un petit peu réhabiliter, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a une véritable défiance sur cette techno, puisque la réalité, c'est qu'effectivement, en multipliant par 3 le nombre de sites, on multiplie par 3 la consommation d'énergie. Mais comme à terre, on éteint un réseau 4G et que les antennes ne fonctionnent qu'au gré des besoins, on a des technologies qui sont finalement beaucoup plus green, beaucoup plus adaptées à ce qu'on veut faire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que c'était digeste et que vous avez à peu près compris où est-ce qu'on allait. Et j'espère que les réseaux privatifs, les réseaux souverains dédiés sont une véritable expression d'une économie un peu nouvelle où les petits peuvent enfin travailler à côté des gros. Dans le monde d'hier, un Alsatis n'existe pas. Avant les années 2000, avant les années 80, on a France Télécom, ou avant les années 90, et après on a un oligopole de 4 opérateurs, et avant les années 2000, on n'a même pas de légitimité à exister. Aujourd'hui, le monde s'est complexifié, et je crois que c'est très intéressant, et d'ailleurs l'actualité nous le rappelle tous les jours, d'avoir des acteurs territoriaux qui aiment leur pays et qui veulent agir à la maîtrise des infrastructures pour le bien du consommateur, pour le bien de l'économie et pour le besoin de nos territoires. Mais je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Antoine pour cette enthousiasmante présentation. Voilà, exactement. On sent la personne passionnée de ce qu'elle fait, et donc ça c'est bien. Et effectivement, l'IoT c'est passionnant, il y a plein de choses à y faire. Et j'ouvre maintenant la session de questions. Alors,
Oui, Sylvain Montagny. Alors, j'ai une question. Bon, j'ai pas besoin d'être convaincu sur l'utilité de l'IoT et sur tous les services que ça va rendre. Et la 5G va absolument répondre à beaucoup de cas d'usage. J'en suis certain. Par contre, c'est vrai que quand j'explique les solutions d'IoT, pas forcément sur la 5G, mais dans son ensemble, je reste quand même un petit peu vigilant lorsque je parle d'économie d'énergie, d'écologie. Et je sais qu'on va produire aussi beaucoup de déchets avec les devices, avec tout ce qu'on va mettre en œuvre, et notamment avec les débits aussi annoncés. De là à appeler la 5G green, comment est-ce qu'on peut le justifier? Comment est-ce qu'on ne doit pas être, moi en tant que formateur et puis vous en tant que en faisant des propositions de solutions, faire attention aussi aux termes qu'on emploie, parce que c'est un terme qui, pour moi, est un petit peu désaxé par rapport... Je sais que ça rend service à l'écologie, de là à appeler la technologie green, j'ai un peu du mal. Alors, c'est plus un point de vue qu'une question, hein, clairement, votre intervention, mais je la partage complètement. Et si j'ai été maladroit sur l'emploi de ce mot, je vous demande de m'en excuser, parce que vous avez totalement raison. Le principe même, je pense, de la responsabilité individuelle, c'est de jamais surconsommer, et c'est de toujours utiliser les technologies les plus appropriées en fonction des services et des cas d'usage qu'on veut retenir. Donc j'irai complètement dans votre sens. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à terme, la technologie 5G a cette vertu de pouvoir adapter son niveau de puissance au service qu'on va chercher. Mais je vous donne totalement raison sur le fait qu'il faut rester extrêmement prudent. La transition va être très longue et en plus de ça, la 5G amène une surconsommation naturelle et va débrider peut-être quelque part des usages qui vont apporter des pollutions supplémentaires. Donc j'irai complètement dans votre sens et je vous souhaite bon courage, effectivement, faire le tri dans tout ça. Mais en tout cas, nous aussi, on est vigilants et non, je ne veux pas vendre la 5G comme l'objet green par excellence. Je dis juste qu'il y a moyen de l'utiliser à des fins responsable et durable. Voilà ce que je voulais dire. Merci Antoine pour cette rectification ou en tout cas précision. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres personnes qui souhaitent poser quelques questions sur tous ces projets en cours lancés par Alsatis sur des réseaux territoriaux, des réseaux privés, des réseaux IoT de nouvelle génération? Non, bon, en tout cas, merci beaucoup Antoine pour cette intervention. Merci.